Dans 34 jours, très précisément, les Ligériens devront choisir parmi plusieurs candidats, plusieurs couleurs politiques pour décider de la ligne directrice que suivra les Pays de la Loire pour les 6 prochaines années. Aujourd'hui, lundi 2 novembre, Clémence de Sagazan reçoit Pascal Gana, tête de liste du Front National dans les studios de Sun. Pascal Gana, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Front National de la Sarthe, adhérent du parti depuis 1984 et vous êtes également chef d'entreprise dans le secteur du courtage financier. Alors tout d'abord, pourquoi vous vous êtes présenté au régional comme tête de liste du Front National ? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est un engagement ancien pour moi, même si j'avais arrêté de faire de la politique entre 2000 et 2015, parce que je m'étais consacré à ma vie personnelle et familiale. Et puis ensuite parce que, ayant été nommé membre du bureau politique lors du dernier congrès fin novembre 2014, j'ai été ensuite, on m'a confié la mission de m'occuper du département de la Sarthe pour le Front National suite au décès de son responsable. Et puis tout naturellement, ensuite, j'ai été investi comme tête de liste régionale. Je dis tout naturellement parce que c'était à la demande de Marine Le Pen que j'étais revenu en politique. Vous l'avez évoqué justement, vous avez arrêté la politique pendant 14 ans. Pourquoi refaire de la politique maintenant ? Eh bien, peut-être parce que c'est un virus, d'une certaine façon. J'ai toujours été militant depuis l'âge de 16-17 ans. Et ensuite, ça n'est pas tout dans ma vie d'ailleurs, parce que j'ai eu une famille, mon épouse et moi avons eu 9 enfants. Mais parce que je pense que la situation de la France, de l'Europe d'ailleurs, du monde, fait que je pense qu'il est quand même, il serait assez égoïste lorsqu'on a fait des études, lorsqu'on a des responsabilités sociales, de ne pas s'intéresser à la vie politique, à la vie collective. Il a été difficile pour vous de constituer une liste durant les dernières élections départementales. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés pour les régionales ? Alors pour les départementales, c'était extrêmement difficile, effectivement. D'ailleurs, on ne l'avait pas caché, hein. Nous avions été très clairs là-dessus. Il fallait trouver dans chaque département quasiment 80 personnes entre les binômes, comme on les appelait dans la presse, leurs suppléants, les mandataires financiers, etc. Et puis nous avions en face de nous des professionnels de la politique, pas forcément d'ailleurs des professionnels au sens strict, c'est-à-dire des gens qui font ça à plein temps, mais des gens bien implantés, des notables. C'était vraiment difficile de pousser des gens à affronter des personnes qui sont souvent très honorablement connues, très utiles à leurs concitoyens, alors que nos candidats étaient des gens assez obscurs, il faut le dire. Et donc ça a été difficile à ce moment-là. Vous entendez quoi par obscur ? Eh bien obscur dans ce sens que dans le domaine politique, c'était des novices. Pour beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui étaient militants, mais qui n'avaient jamais fait, pour la plupart d'entre eux, de campagne électorale. Et dans ce sens-là, ils n'étaient pas novices pour ce qui est de leur vie sociale, personnelle, professionnelle, évidemment. Mais voilà, donc c'était difficile pour eux de franchir le pas, d'affronter des notables locaux. Pour les régionales, c'est plus facile. Tout d'abord parce que nous avons ce vivier d'ex-candidats au départemental. Et donc, d'où l'intérêt d'en avoir présenté partout. Et puis parce que je pense que le scrutin proportionnel facilite les choses avec la proportionnelle. Même s'il y a une prime de 25% à la liste en tête, nous aurons entre 15 et 20 élus sur les 93 conseillers régionaux de la région Pays de la Loire. Il y a eu souvent des dérapages aussi au sein du Front National, des élus qui ont eu parfois des propos racistes ou homophobes. Vous avez déclaré sur Télé Nantes en juin dernier qu'il était impossible, je cite, que cela se passe au sein de votre liste pour les élections régionales. Fin de citation. Pour éviter des dérapages à répétition, Marine Le Pen a organisé entre le 20 et le 23 octobre dernier une sorte de speed dating pour savoir qui pourrait ou pas figurer sur ces listes en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Elle a alors enchaîné les rendez-vous avec près de 200 nouveaux venus. Ils ont présenté leur CV, une lettre de motivation. Le but, ils devaient convaincre Marine Le Pen. Une vérification de leurs antécédents judiciaires a été faite, mais aussi de l'activité de leur compte Facebook, Twitter. Est-ce que vous avez fait la même chose dans les 5 départements des Pays de la Loire ? Oui, nous l'avons fait autant qu'il est possible de le faire, parce que ça n'est pas évident d'arriver parfois à remonter quelques années en arrière sur des comptes sociaux, hein, vous le savez. Donc nous l'avons fait autant qu'il est possible. J'espère que nous sommes parvenus à être efficaces. Moi, mon critère, c'est évidemment les propos racistes, homophobes ou xénophobes, etc. Ou islamophobes même, c'est-à-dire qui expriment une haine, hein, donc pour des groupes de personnes. Vous condamnez, vous, ce type de propos ? Oui, tout à fait. J'avais d'ailleurs condamné les propos extrêmes
extrêmement limite de M. Noguès, qui était conseiller municipal du Front National à Laval. Qui avait comparé l'homosexualité à la zoophilie. Oui, d'une façon, d'ailleurs, c'était pas sa volonté, mais enfin, il avait volontairement joué de la provocation. Et donc, j'avais condamné ses propos. J'avais également exprimé ma désapprobation, d'ailleurs, bien avant le bureau politique, pour la réitération du point de détail de la part de Jean-Marie Le Pen, que je connais pourtant très bien, mais je pense que... Vous avez été chef de cabinet, oui, j'ai été son chef de cabinet de 1988 à 1992. C'est cela. Mais malgré tout, bien que j'ai gardé avec lui de très bonnes relations, il le sait, il le savait, enfin bon, ça a toujours été entre nous une chose assez claire, mais c'est un homme qui aime d'ailleurs assez facilement qu'on ait une opinion divergente de lui en privé et de façon courtoise. Et donc j'avais exprimé ma désapprobation aussi. J'espère, je pense d'ailleurs, que nos candidats je crois que ce sont des gens qui sont parfaitement conscients des enjeux. Alors évidemment, parfois, vous savez, sur les comptes sociaux, quand on lit tous les comptes sociaux qui traînent partout sur le réseau, on voit souvent des plaisanteries, parfois un peu de mauvais goût. Ça, le goût ou le mauvais goût, c'est une chose assez subjective. Il est certain que sur certains sujets, ça peut très vite être limite. C'est tout le problème. Donc moi, j'ai pris comme critère de non pas le goût ou le mauvais goût, mais la loi, tout simplement, puisque la loi réprime tout ce qui est discriminatoire. Et selon un sondage BVA en Pays de la Loire, le FN récolterait au premier tour 16% des voix derrière le PS qui obtiendrait 23% et les Républicains UDI 36%. Votre objectif, atteindre les 25% à quelques semaines du premier scrutin. Vous y croyez encore ? Oui, j'y crois parce que je pense que ce sondage a été trafiqué. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, Monsieur Clergeau. Trafiqué aussi. Par qui ? Par la rédaction de Ouest France, tout simplement. Et nous avons des informations très précises à ce sujet, puisque c'est la seule région où le Front National baisse en France, alors que dans toutes les régions de France, dans ce sondage même de la PQR, de la presse quotidienne régionale, le Front National progresse de 2, 3, 4, 5, voire plus %. Et comme par hasard, lorsqu'il est publié dans Ouest France, aussi bien en Bretagne. Donc vous pensez qu'il y a un complot autour... Non, ce n'est pas un complot, il y a un trucage, il y a une manipulation des chiffres. D'ailleurs, Libération lui-même a écrit un article dessus, montrant qu'à force de trafiquer les sondages, ce sondage, dans certains endroits, il y avait des erreurs arithmétiques sur les reports de voix, sur l'abstention, il y avait des écarts de 1 à 2 points qui ne s'expliquaient pas. Et nous avons une information extrêmement précise, comme quoi ce sondage a été retouché, c'était exactement... Une information de qui ? Eh bien, une information d'un journaliste sur Rennes, d'ailleurs, un journaliste assez connu sur Rennes. Qui s'appelle comment ? Ça, je ne vous le dirai pas, bien évidemment, pour des raisons évidentes. Et puis également en direction, provenant de la préfecture de Nantes, d'ailleurs elle-même, ce qu'on appelle. Et quel serait le but pour les médias de truquer, le but, le jour le but, c'était aussi bien en Bretagne comme en Pays de la Loire, c'était de faire croire aux gens, aux électeurs, qu'il est inutile de voter pour nous, puisque nous n'aurions pas d'élus ou que nous serions en baisse. Et c'est à partir de 10% de toute façon. Oui, mais les gens ne savent pas ça, et c'est toute la technique de manipulation des sondages. Moi, je dis que ce sondage est manipulé, et je trouve ça extrêmement grave que dans le seul Ouest, le Grand Ouest, dans les zones de publication de Ouest France, le sondage indique le Front National en baisse. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a eu un sondage du Figaro depuis qui nous met à 20%. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'en 8 jours nous avons pris 4 points ? Si nous progressons à cette vitesse-là, nous allons finir à 36. Donc je ne crois pas que nous finirons à 36. Je pense que nous serons entre 20 et 25. Donc vous y croyez encore à ces 25%? C'est ce que disait ce sondage. Il y a 2 tours aux élections. Et ce sondage, d'ailleurs, nous situait non loin de M. Clergeau. De la même façon qu'en Bretagne, il situait Gilles Pénel, le tête de liste de la Bretagne, non loin de M. Le Fur, qui était situé, je crois, à 23-24. Et donc, moi, je trouve totalement aberrant que l'on ose, aujourd'hui en 2015, dans un groupe de presse qui d'ailleurs a le monopole de l'information écrite, il faut pas l'oublier, dans le Grand Ouest, contrairement d'ailleurs aux lois sur la presse. Non, contrairement aux lois sur la presse de 1945 de la Libération qui prévoyait qu'il n'y ait pas de monopole de la presse écrite dans une région. Or aujourd'hui, tous les hebdomadaires, tous les quotidiens
appartiennent à la même famille. Et je trouve ça très poutinien dans l'ouest de la France. À tel point, si vous voulez, qu'on en arrive à des manipulations de sondage. Et je trouve ça extrêmement grave pour la démocratie. Moi, je considère Ouest France comme la liste cachée dans ces élections. Il y a une liste cachée qui ne se présentera pas à la préfecture pour déposer sa candidature, mais qui a une action politique permanente. Vous verrez que le jour du premier tour, le dimanche, il y aura le sermon du dimanche, démocrate chrétien de gauche, dans lequel par un mot voilé, parce que la loi l'interdit à mot déclaré, on sous-entendra qu'il ne faut pas voter Front National. Donc pour vous, Ouest France est contre vous, mais pas d'alliance à droite avec Bruno Retailleau, tête de liste Les Républicains UDI pour les Pays de la Loire. Pour vous, Bruno Retailleau dérive à gauche? Alors pour vous, le socialisme est partout? Oui, parce que je pense que quand on s'allie avec le MoDem, François Bayrou, en 2012, a fait voter François Hollande au deuxième tour. Alors Bruno Retailleau ne cesse de dire que le Front National a fait passer la gauche en 2012, mais je rappelle simplement que Marine Le Pen avait laissé la liberté de choix à ses électeurs, alors que François Bayrou avait donné une consigne vraiment claire de voter à gauche, c'est-à-dire de voter François Hollande. Donc quand M. Retailleau nous accuse, nous, d'avoir fait passer la gauche et s'allie avec le parti qui, lui, a vraiment fait voter pour François Hollande, je pense qu'il est dans une contradiction totale. Et si vous voulez... sur la liste de M. Retailleau, il y a en Loire-Atlantique M. Pilard, fondateur de Sens commun, une tendance agréée d'ailleurs par la direction des Républicains, enfin de l'UMP et puis des Républicains, de droite, très conservatrice, issue de la Manif pour tous. Et M. Pilard se retrouve en 18e position, en position difficilement éligible. Un mouvement, la Manifestation pour tous, dans laquelle vous vous reconnaissez ? Pas spécialement, moi, en ce qui me concerne, mais enfin, si vous voulez, pour terminer ce que je disais, M. Pilard donc, se trouve dans une situation très difficile sur le plan électoral, alors que devant lui, il y a 5 ou 6 modems qui sont sûrs d'être élus. Bon, et pour revenir à ce que je disais sur Ouest France, je tiens quand même à rappeler que... Alors le temps s'écoule très vite, on va quand même passer aux élections régionales puisqu'il nous reste peu de temps. Un des dossiers au cœur des élections régionales, Notre-Dame-des-Landes, vous êtes contre les dadistes mais aussi contre le projet du futur aéroport. Vous le qualifiez d'inutile et stupide, pourquoi ? À cause de techniquement, il est inutile, je ne suis pas le seul à le dire, les syndicats de pilotes le disent. L'aéroport de Genève avec une piste et les mêmes installations traite 15 millions de voyageurs par an à proximité d'un lac, entouré de montagnes et vraiment à la sortie de la ville. Pourquoi chez nous, à Nantes, il faudrait, alors que nous sommes à 6-7 millions, qui a même eu une légère baisse ces 2 dernières années pour des raisons de crise économique et de crise du tourisme en Afrique du Nord, en Tunisie particulièrement, comment se fait-il qu'il nous faudrait construire un deuxième aéroport dont le financement des installations connexes, c'est-à-dire liaison entre Nantes, pont, rocade, liaison ferroviaire, etc., ne sont pas financés et sont estimés entre 2 et 4 milliards d'euros. Et donc je pense que dans une région dont le budget est de 1 550 millions, 1,5 milliard à peu près, c'est une folie. Mais ça n'a pas toujours été le positionnement du FN. En 2002, les élus du Front National avaient voté en faveur du nouvel aéroport. Pourquoi ce changement de cap ? Je pense d'abord il y a la crise entre-temps qui est passée. Et puis peut-être qu'à l'époque, les données n'étaient pas aussi facilement perceptibles. Je dois dire que moi, une grande partie de ma vie, j'ai cru que cet aéroport était aussi utile et nécessaire. Et quand je me suis penché sur le dossier il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Et je pense qu'en plus, ça posait un énorme problème budgétaire sur lequel d'ailleurs ni messieurs Retailleau ni monsieur Clergeau ne sont vraiment très clairs. D'ailleurs, ils sont incapables de dire comment ils vont financer cela. Et je pense qu'il y a là un grand danger pour les finances de la région. Et pour les régionales, votre priorité, faire des économies. Vous proposez une économie de 1% par an sur le budget global de la région, soit 6% sur tout le mandat. Alors comment allez-vous faire ? Eh bien, c'est très simple. Nous allons faire comme font toutes les entreprises et tous les particuliers depuis une dizaine d'années. Nous allons diminuer notre budget de fonctionnement de 1% par an. Ça n'a rien d'extraordinaire. En faisant des économies où ? À peu près sur tout, ne serait-ce que renégocier les contrats
de fournisseurs, tous les contrats qu'une collectivité a signés, sur le budget de fonctionnement, sur le remplacement des personnels. Il est tout à fait possible, sur les subventions, il est tout à fait possible de faire 1% par an. Merci Pascal Gana d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous conduisez la liste du Front national pour les élections régionales en Pays de la Loire.